Bien, alors, nous passons donc à la deuxième présentation, deuxième conférence, qui est donc prononcée par Sidi Mohamed Barkat, que peut-être certains connaissent moins bien que Philippe dans nos cercles, qui est donc philosophe, qui fait partie de l'équipe à Paris 1 des enseignants, et donc des enseignés, si je puis dire, de Paris 1 le collégien, et qui a écrit beaucoup sur la question de l'activité, justement, de la subjectivité, et donc sur la question aussi de l'émancipation. C'est à ce titre-là que d'ailleurs à son initiative on a organisé cette matinée. Voilà, donc Camille, c'est à toi. Merci. Alors je voudrais remercier François et toute l'équipe du département d'ergonomie de Paris 1 et dire que je suis aussi très, très heureux aujourd'hui d'être aux côtés de Philippe Davzy. Je vous remercie aussi tous d'être là, parce que c'est quand même grâce à vous qu'une demi-journée comme celle-là peut exister. Alors la question du rapport du travail à l'émancipation est une question difficile. C'est une question difficile, à mes yeux en tout cas. Ce qui m'oblige à l'approcher avec précaution et à tenter d'en présenter quelques aspects seulement, eh bien les aspects qui voudront bien se laisser découvrir. Pour cela, je procéderai en deux temps. Le premier temps sera consacré à ce qui se passe dans le travail dans la période qui va jusqu'aux années 70 du siècle dernier. Je choisirai le taylorisme comme modèle à partir duquel pourrait apparaître la manière dont les salariés se libèrent de la condition qui leur est faite. Le second temps s'intéressera à la période suivante, dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui et où un management guerrier et conquérant ne semble laisser que peu d'espoir d'affranchissement à ceux qu'il soumet à son empire. Donc vous voyez d'emblée que le ton qui est le mien est un ton relativement pessimiste par rapport à l'optimisme de Philippe. Dans cette deuxième partie, je grossirai volontairement le trait, ce qui nous permettra peut-être, Philippe et moi, d'introduire le dialogue que nous poursuivrons avec vous. Dans du contrat social ou principe du droit politique, Rousseau écrivait dès le début du livre 1 cette phrase devenue célèbre, que vous connaissez tous: l'homme est né libre et partout il est dans les faits. Au regard du modèle taylorien de l'organisation du travail, la seconde partie de la phrase, et partout il est dans les faits, prend un sens particulier. À de nombreux égards, l'enfermement que l'organisation scientifique et technique impose aux salariés est surprenant. Le principe même de la coordination qui distingue cette organisation. Le principe de la coordination est celui de la mise en relation d'éléments humains et matériels par une instance tierce, le plus souvent le bureau des méthodes, selon un procédé qui fixe ces éléments humains et matériels dans une forme d'extériorité les uns par rapport aux autres. De sorte que, bien qu'effectives, les relations de travail ne sont pas réelles. Et si dans ce contexte, les hommes n'ont rien à se dire, s'ils n'ont rien à faire ensemble, c'est avant tout
parce que le dialogue avec les choses leur est interdit. L'un des effets les plus radicaux d'une telle organisation est la déréalisation du monde. La déréalisation du monde. Et en définitive, son effritement, l'épuisement du monde. Le présent du travail est tout simplement dépouillé des attributs du monde, délesté de la réalité du monde. Sans réalité et privé de monde, le travail, ainsi que les choses, machines ou produits, apparaissent aux hommes comme étrangers. Le milieu du travail est réduit à un environnement dans lequel les choses ignorent les hommes, leur tournent le dos et sont réticentes les choses. Elles sont réticentes à accompagner les gestes qui les sollicitent. La fin du monde réel, en ce sens, c'est aussi le moment où l'absence de réalité s'interpose entre les hommes et la liberté. Artaud, Antonin Artaud, indique le sens même de l'émancipation. Il indique le sens de l'émancipation lorsqu'il écrit dans Suppos et Suppliciation « Dans le monde, nous y sommes, il faut en sortir pour découvrir la réalité. » Pour nous, l'émancipation des salariés se situe au point où s'éprouve enfin la réalité ressuscitée après son écrasement sous la lourdeur dogmatique de la science et de la technique. La lourdeur dogmatique de la science et de la technique, c'est-à-dire de la science et de la technique élevée, métamorphosée, en une instance transcendante, imposant au travail des règles extérieures irrécusables, des règles marquées au coin de la vérité. En somme, la déclaration d'Artaud invite à la recherche d'une certaine légèreté, la gaieté que l'on ressent au contact de la réalité induite par un travail vivant. Un travail vivant, accueillant ce qui, de l'ordre de l'immanence pure, le libère de ses entraves. Le libère de ses entraves organisationnelles et des idoles que sont la science et la technique qui justifient ces entraves. De la gaieté ou de la joie, gaieté ou joie, des émotions ou manifestations qui sont l'expression d'une émancipation plus ou moins durable, plus ou moins profonde, plus ou moins certaine. La gaieté ou la joie dans le travail sont l'expression, pour les salariés, de quelque chose comme une découverte. La découverte que la réalité affleure à l'intérieur même de l'espace sans vie, organisé selon les règles strictes de la science et de la technique. La découverte chez les salariés que l'on existe à travers cet effleurement de la réalité. L'émancipation est une libération. Elle est un affranchissement. Elle éclate, l'émancipation, elle éclate comme un bourgeon lorsque l'horizon s'ouvre sous la délicate pression d'une manière de travailler qui se dérobe à la maîtrise et affecte au présent du travail, sa texture de réalité. S'échapper
échapper à la situation d'où le monde s'est absenté, afin d'atteindre la réalité, ne se fait pas sans la traversée d'une modalité du travail non programmée, et par là subtile, fragile, délicate. La part subtile du travail, se dérobant à la situation ordonnée où tout est prévisible. La part subtile du travail entrelace avec souplesse les relations concrètes qui font la réalité. Or, la subtilité de ce travail-là, qui lui permet de s'insinuer dans la situation que l'organisation protège, la subtilité de ce travail-là est un effet de la singularité du dialogue qui se développe entre les hommes et les choses. Ainsi, à l'intérieur d'un cadre d'où le monde s'est retiré, il n'y a pas de monde dans le travail. À l'intérieur d'un cadre d'où le monde s'est retiré, la réalité à l'état pur surgit, puis, silencieusement, pénètre et réchauffe l'espace sec et froid du travail disposé par l'irrépressible logique calculatrice. Mais qu'est-ce qui rend possible, malgré l'hostilité foncière que l'organisation lui oppose, qu'est-ce qui rend possible la venue de la réalité? La venue de la réalité sans laquelle ne peut être abolie la distance qui sépare le désir d'émancipation de sa réalisation. Qu'est-ce qui rend possible donc tout ça? Il ne s'agit pas tant ici de produire une nouvelle critique du taylorisme que de rendre visible l'événement laissant apparaître la faille par laquelle la part subtile du travail s'épanche et déroute la situation jusqu'à délier, jusqu'à délivrer les salariés du temps homogène et de l'espace vide caractéristique du monde déréalisé auquel ils sont enchaînés. Pointons donc l'événement et rendons-le à la visibilité spéculative si nous le pouvons. Qu'en est-il donc de l'événement producteur de la faille libératrice dans une situation marquée essentiellement par la désorganisation du monde, l'atrophie de la réalité censée soutenir ce monde, la promotion du seul travail rétracté? L'événement n'est pas fait d'une pièce. 3 aspects au moins le distinguent. Contre le désordre du monde généré par ce type d'organisation, contre le désordre du monde dans le travail, contre l'étiolement de la réalité, protestent historiquement les révoltes ouvrières, en recourant à une sorte de contre-révolte. Les révoltes atteignent leur objectif lorsqu'elles aboutissent au rétablissement des institutions, et notamment l'État et le droit, dans leur statut, en particulier celui d'être l'unique référence là où la science et la technique tentent de les concurrencer, de les détrôner même. Au bout du compte, les révoltes recherchent la restitution à l'institution du droit au dernier mot. Et c'est le deuxième aspect de l'événement. La transformation de l'institution selon une modalité qui consiste à recueillir 2 dimensions de la révolte et à les inscrire dans une perspective permettant aux salariés de se soutenir
de la réalité. La première dimension est celle de la violence comme moyen. L'institution la reçoit, cette violence, et la transpose en contrainte légale. La deuxième dimension est celle de la destruction matérielle, physique, qui accompagne la révolte et dont l'institution se saisit afin de la convertir en limite symbolique. Les deux dimensions combinées permettent à l'institution, c'est-à-dire à l'État et au droit, d'imposer la limite à ceux qui pourraient l'ignorer, en l'occurrence les représentants du capital, ou les employeurs, si vous voulez. Enfin, et c'est le troisième aspect de l'événement, et c'est celui-là qui nous intéresse le plus, le troisième aspect de l'événement, la part du travail que nous avons qualifié de subtile peut éclore et tisser les fils qui donnent son épaisseur à la réalité. Lorsque l'organisation contrainte et limitée par le droit ne peut plus réduire absolument le salarié à une force disponible. Le premier moment est celui de la réaction, celui du refus de l'état de la situation. Il est le moment de la négation. Le second moment, où prévaut la présence réelle de l'institution, est celui de la translation ou de la traduction des caractéristiques essentielles de la révolte. La violence et la destruction. Il est le moment de l'ouverture, de l'éclaircie, de la faille. Le troisième moment est celui de la création, dont a parlé Philippe. Le troisième moment est celui de la création à travers la venue de la part subtile du travail. Il est le moment de l'affirmation. Le passage de la négation, du refus, de la réaction, à l'affirmation, c'est-à-dire à l'activité, exige une mutation subjective importante chez les employeurs. Le capitaliste, ou bien ses délégués, que sont les directions d'usine, le capitaliste, sous l'effet de l'action institutionnelle, est séparé du capital et de la loi du profit qui le caractérise. L'opération de séparation est cruciale, dans la mesure où elle dispose le capitaliste à distance de la tentation de la toute-puissance, intrinsèquement liée à la logique de l'accumulation du capital. Concrètement, cela veut dire que les organisateurs du travail ne sont plus en mesure d'exercer un pouvoir illimité et donc de formuler aux salariés une demande indéfinie. Tempérée par la loi, la sollicitation des salariés est donc contenue. L'identité subjective du capitaliste est acquise à travers ce processus primordial, sans lequel rien n'est possible. Et c'est bien parce qu'il est institué en tant que sujet que le capitaliste ou l'employeur est susceptible d'entrer dans un rapport dialogique avec les salariés et leurs représentants. Dans cette perspective, deux impératifs s'imposent à l'organisation du travail. D'abord, le salarié ne peut plus être considéré comme une réalité subjective négligeable ou insignifiante qu'un régime disciplinaire aurait pour mission de réduire. Ensuite, et ce n'est là que le corollaire du premier impératif, le corps lui-même ne peut être sollicité au-delà de ce qu'il peut. C'est le sens même de la considération portée aux conditions de travail. Le rapport dialogique institué entre les employeurs et les salariés constitue la condition sans laquelle la vie dans le travail demeurerait inaccessible. Afin d'apparaître, le travail vivant procède cependant à une double rupture. Une rupture avec les préceptes de l'organisation du travail, mais aussi avec la logique de la confrontation.
le moment de la création, et par conséquent de l'affirmation, est foncièrement différent de celui du refus, de la réaction et donc de la négation. En effet, si elle mord sur les lignes minutieusement disposées par l'organisation, la part subtile du travail ne conteste pas ces lignes frontalement. Elle déborde le travail organisé et l'augmente de sa puissance, sans laquelle ce travail organisé ne pourrait s'accomplir. L'organisation est ainsi dépassée au sens littéral, dans le même temps que les limites du travail sont élargies. Qu'est-ce qui annonce cette bifurcation du travail organisé vers un horizon où pointe la réalité? Sous la pression d'une logique marquée essentiellement par sa propension à la réduction et à l'abstraction, les choses affirment leur réticence à s'offrir au travail et suscitent chez les salariés le désir de quitter le site aménagé pour eux par le dispositif organisationnel afin d'aller à la rencontre des choses. Réticence des choses et désir chez les salariés d'aller à la rencontre des choses. Le salarié accède au travail réel, il effectue les gestes susceptibles de réaliser le travail lorsque naît chez lui ce désir d'aller à la rencontre des choses et qu'il parvient à se situer par rapport aux choses de telle façon que plus rien ne l'en sépare. L'isolement qui caractérise les hommes et les choses soumis au travail stéréotypé et à la règle de la coordination, eh bien cet isolement est ainsi surmonté à travers une activité formidable permettant aux salariés de dériver insensiblement jusqu'à se porter tout près des choses. Quand advient la part subtile du travail, le sujet, piqué par le désir d'activité, libère son corps du joug de la prescription, de sorte que les choses, réceptives de cette libération du corps, est devenue capable d'outrepasser l'état d'objet auquel elles sont réduites, eh bien les choses apparaissent. Affranchi de la vision réductrice imposée par l'organisation du travail, le corps plutôt que le sujet volontaire, le corps est à même d'accueillir la surmesure de cette apparition des choses, c'est-à-dire le débord des choses, le débordement des choses, et donc leur richesse, leur plénitude. Ce mouvement réciproque élève les choses et atteste leur admission à part entière dans le travail. Il décentre par ailleurs, il les retire du centre, il décentre par ailleurs les hommes, lesquels perdent leur qualité de mesure de toute chose, tout en acquérant une puissance singulière qui leur rend les choses familières, intimes. C'est parce que le sujet est décentré que les choses s'approchent de lui, et non pas le contraire. La sensibilité qui se substitue à la perception réductrice est au fond celle de corps intensifs, parvenant par-delà leurs limites physiologiques, j'insiste sur ça, par-delà leurs limites physiologiques, parvenant à toucher les choses sans se laisser intimider par l'insistance des objets. Corps et choses glissent les uns vers les autres à l'intérieur d'un mouvement d'ensemble selon une modalité qui les dispose sur une frontière commune, détachée de l'espace sans vie qu'ils occupent et émancipés des logiques complémentaires de soumission pour les hommes et de réduction
pour les choses. Sur la frontière commune, les hommes se rassemblent autour des questions que soulève le travail et qui les portent à aller à la rencontre des choses. La frontière commune est en somme le lieu où s'entr'appartiennent, dans un entrelacement serré, étroit, les hommes et les choses. La frontière commune est le lieu où se manifeste la réalité. Les travailleurs sont donc des salariés ou des salariés qui échappent à leurs conditions en se mettant en mouvement sur place. Ils sont alors rejetés vers le grand large, là où les choses apparaissent, c'est-à-dire là où les choses se présentent à eux sans dissimulation, sans retrait, à nu, avec abandon, en confiance. C'est alors qu'ils éprouvent, les hommes, qu'ils éprouvent les choses, leur faisant signe et ne leur tournant pas le dos. Ce ne sont plus des objets, des choses réticentes, et des choses qui s'approchent des hommes, qui leur font signe. La machine qui chauffe, le bruit, etc. Tout ça, c'est des signes qui s'adressent aux hommes au travail. À la libération des corps fait écho la présence en confiance des choses. La frontière commune est l'endroit où les choses se présentent à découvert devant des travailleurs qui viennent à eux sans la menace de la maîtrise, sans la menace de la saisie, sans la menace de la prise. La puissance d'apparition des choses rencontre la puissance d'apparition des hommes. Et sans doute les salariés sont-ils charmés par ce phénomène qui les porte au-delà d'eux-mêmes. Sans doute sont-ils charmés, en partie soulagés du poids de leur propre corps ordinairement enchaîné à la prescription. Un phénomène qui simultanément allège des choses que l'organisation s'efforce de maintenir dans une inertie réfractaire au travail. Se rapprocher des choses, lesquelles apparaissent en se présentant à découvert, est pour les travailleurs un motif d'admiration, sans doute, de joie, très certainement. L'émancipation ne peut être en effet sans une forme d'enchantement. Que révèle le double rapprochement des corps et des choses, leur ouverture réciproque, la construction d'une frontière commune, des phénomènes d'intensification, de présence sans entrave, etc. Que révèle le grand large? Avant tout ceci, la soustraction du travail à la quantification. C'est ça qui est révélé. La soustraction du travail à la quantification. La soustraction du travail à la quantification sur laquelle se fonde l'organisation et la gestion. Il y a émancipation lorsqu'une part du travail se dégage de la nécessité de la mesure, lorsqu'elle se dérobe à l'évaluation. Il y a émancipation lorsque les corps, tout autant que les choses, se soustraient au domaine du calculable. Les hommes quittent alors l'espace de l'équivalence générale qui les rend substituables les uns aux autres. À l'instar des choses réticentes à s'offrir à la maîtrise, les hommes résistent à l'hégémonie de la logique comptable. L'incalculable n'est rien d'autre que la caractéristique essentielle du travail vivant, à travers lequel les salariés échappent tout autant à la dogmatique de la science liée à la technique qu'à la fascination de l'argent. Alors, je vais passer à l'organisation actuelle. Je vais dresser rapidement un tableau général et puis je reviendrai sur la question du travail. Nous sommes aujourd'hui devant une sorte de chassé-croisé où l'histoire des idées
des modes de production dont Francis Fukuyama disait qu'elle est finie, cette histoire. Nous sommes donc devant un chassé-croisé, une sorte de chassé-croisé, dans lequel l'histoire finie ne s'efface que dans la mesure où celle des hommes pris individuellement vient s'y substituer. De sorte que l'idée d'histoire en tant que telle, et malgré, encore une fois, ce thème de la fin de l'histoire, l'idée d'histoire ne disparaît pas. Elle glisse sur le devant de la scène et devient l'histoire de chaque homme en particulier. La grande histoire, depuis les années 80, la grande histoire est abandonnée et n'a plus qu'un intérêt antiquaire. Mais la petite histoire, l'histoire individuelle, l'histoire personnelle, elle, est encouragée et mise en avant. Vous voyez, la télé-réalité, la pléthore des biographies publiées, le goût des médias pour les petits secrets personnels des stars, des hommes politiques, des grands chefs d'entreprise, etc. Tout cela ne surgit pas du néant, mais trouve sans aucun doute son origine dans ce curieux avatar triste à bien des égards de l'idée d'histoire. À l'intérieur de ce basculement de l'idée d'histoire se produit un changement profond de la représentation que nous nous faisons de la réalité du travail. L'accent est mis, en effet, sur les hommes et non plus sur les relations qu'ils entretiennent entre eux ou avec les choses. Ainsi, est-il aisé de voir dans la conception qui accompagne la stratégie de transformation des organisations, ainsi est-il aisé de voir dans cette conception une forme d'humanisme. Il s'agit en effet de mettre en scène et de défendre l'idée selon laquelle l'homme doit être au centre de la refondation du travail. Et cet homme se définit, autant que le permettrait le règne de la nécessité qui caractérise le travail, cet homme se définit par la liberté. Ainsi retrouvons-nous la déclaration de Rousseau, l'homme est né libre, partout il est dans les fers. Cependant, cette fois-ci, aujourd'hui donc, le contexte éclaire la première partie de l'énoncé, l'homme est né libre. L'homme, en l'occurrence le salarié, est désormais l'alpha et l'oméga de ce dispositif managérial sophistiqué. Les stratèges de cette mutation réussissent ainsi le tour de maître, sans précédent, de présenter la nouvelle organisation du travail sous la figure de l'accomplissement de ce qui faisait auparavant, dans l'ancienne organisation, l'objet d'une lutte, à savoir la présence de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire l'homme subjectivement préservé. Mais comme la fin de l'histoire n'est pas aboutie, on décide donc de la précipiter. On s'attaque à cela même qui permettait la formation de la faille dont j'ai parlé tout à l'heure, à travers laquelle l'activité prenait forme. Ainsi, l'État, qui n'est plus concurrencé par la science ni par la technique, est invité à quitter sa condition exceptionnelle de référence ultime et à la céder à l'entreprise, majuscule initiale. Donc l'entreprise entendue non pas comme entité économique, mais en tant qu'image totémique à laquelle chacun doit s'identifier. Autrement dit, tous les salariés doivent se penser en tant que petit entrepreneur. Au fond, l'entreprise endosse les habits de l'instance providentielle, puisque c'est elle qui, martèle-t-on, produit la richesse et offre des emplois. Ainsi rabaissé, l'État investit de moins en moins sa fonction d'interposition entre les salariés et les patrons, et la loi semble insensiblement céder le pas devant la montée en puissance du contrat. Le droit, lui, est placé dans la situation de devoir retrouver l'esprit civiliste qui le caractérisait à l'aube de son histoire. Mais il résiste, le droit.
la dissymétrie entre les employeurs et les salariés paraissant perdre progressivement de sa pertinence. Quant aux syndicats récalcitrants, ils sont pressés de régler leurs actions sur la recherche du consensus et abandonner leurs tendances revendicatrices et leur esprit fielleux hérité d'un autre âge. Dès lors que la figure de la réalité a changé, le désir d'activité qui permet d'y accéder n'est plus refusé ni repoussé, mais sollicité par le management. Nul besoin donc de rechercher la faille, de lutter, de se battre pour que l'institution prenne en main les choses et qu'il puisse y avoir une ouverture. Il n'y a pas besoin, puisque l'activité est sollicitée, le désir d'activité est sollicité. L'organisation du travail est désormais disposée de telle façon que le désir d'activité puisse apparaître librement. Il s'agit là d'une sorte, du moins en apparence, d'une sorte de révolution. Non seulement l'activité n'est plus un inconcevable pour l'organisation du travail, mais encore elle est le possible, le plus spécifique de l'organisation. Le possible sans lequel le travail ne pourrait se réaliser. Nous avons vu cependant que la réalité du travail est sans qualité. Les relations sont mises de côté, c'est les hommes qui comptent. Nous avons vu que la réalité du travail est sans qualité, qu'elle est en définitive une réalité tronquée. Il nous faut donc convenir que l'activité à la source de cette pseudo-réalité n'est elle-même rien d'autre qu'une imitation, une copie d'activité. Sous la figure de l'activité, son double, sa copie, son imitation, tire dès lors les ficelles du travail. Il est significatif ici que l'activité réelle n'est pas simplement empêchée, comme on le croit trop souvent. L'activité réelle n'est pas simplement empêchée. L'empêchement de l'activité est une opération spécifique à la période historique précédente, constituant l'un des traits distinctifs du modèle scientifique et technique de l'organisation ou des modèles apparentés. Aujourd'hui, l'activité est plus subtilement faussée. Elle est altérée. Le désir d'activité dont la suscitation fait l'objet d'un soin particulier de la part des agents managériaux, eh bien le désir d'activité peut alors être dérouté et dirigé vers son imitation. Au-delà des considérations économiques, la stratégie mise en œuvre qui fait fond sur l'accroissement du désir d'activité est d'essence politique. Cette stratégie est d'essence politique. Elle touche la subjectivité en profondeur, selon un mode inédit. Là aussi j'insiste, selon un mode inédit. Car son objectif n'est pas d'obtenir le simple consentement des salariés, comme c'est souvent dit. Non. Son objectif, c'est d'obtenir l'engagement des salariés dans le travail et leur mobilisation en faveur de la vision managériale des relations humaines. Elle cherche cette stratégie à rallier l'ennemi, l'ancien ennemi qui étaient les salariés. Elle cherche cet ennemi à le rallier, à le retourner, à en faire un partisan de la cause managériale. C'est dans cette perspective que le désir est à la fois sollicité et capturé. Désir d'activité, sollicité et capturé. La capture du désir obéit à des mécanismes organisationnels dont l'horizon est un mode nouveau de configuration du pouvoir. En effet, il n'est plus question, comme par le passé, d'asseoir le pouvoir dans le travail en le monopolisant. C'est plus la quête de l'entreprise, monopoliser le pouvoir. Le pouvoir manifeste désormais une apparente pudeur et se dissimule en usant d'une technique inouïe, se multiplier, se diffuser
se communiquer à l'ensemble des protagonistes du travail. Puisque tout le monde est entrepreneur, y compris les salariés, alors le pouvoir est d'une certaine façon partagé, en tous les cas en apparence. Il s'agit à travers ce mécanisme de réussir ce qui n'a jamais été imaginé auparavant. Inscrire la logique de pouvoir dans le sujet. L'habileté du procédé relève, là encore, d'une virtuosité étonnante qui consiste à consolider le pouvoir et à l'éliminer en tant que question dans le même temps. Le pouvoir ne disparaît pas, il est diffusé, mais comme il est diffusé, il n'y a plus besoin d'en parler, tout le monde est entrepreneur, donc il n'y a pas des chefs, etc. On peut se tutoyer d'ailleurs dans l'entreprise, on est tous pareils. Une telle situation est, au sens propre, vertigineuse. Car si les managers installent le pouvoir dans le sujet et l'animent par des dispositifs savamment choisis, dont la polyvalence, la mobilité, l'évaluation, etc., le salarié, lui, demeure l'auteur apparent de ses actes. Là, le pouvoir est installé dans le sujet, mais le sujet apparaît comme l'auteur de ses actes. Derrière l'image du salarié émancipé, de l'ancienne domination managériale, le pouvoir d'agir, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. J'étais très content que Philippe parle de puissance d'agir plutôt que de pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir du salarié se décompose imperceptiblement en un pouvoir qui emprisonne le sujet et un agir qui semble appartenir au sujet. Rechercher le développement du pouvoir d'agir sans considérer cette décomposition, comme on le fait trop souvent, de manière, je crois, abusive, eh bien, rechercher le développement du pouvoir d'agir sans considérer cette décomposition équivaut à participer à la reconduction de la situation, à la formation d'une réalité sans qualité et au renforcement des mécanismes de remplacement de l'activité par sa copie, soit la déroute des salariés. La notion d'empêchement, il faut la revisiter, mais aussi cette notion de pouvoir d'agir. Il ne s'agit pas là de dire que les collègues qui utilisent ces formules, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est un temps de la controverse absolument indispensable. Voyons à présent en quoi consiste le pouvoir. Pour cela, il nous faut revenir à la prétention que manifeste l'organisation du travail actuelle de libérer ce qu'il y avait de meilleur dans le travail, encadré par le régime disciplinaire, à savoir l'activité. Afin d'arriver à ces fins, elle use, cette organisation du travail actuelle, ses stratèges, elle use d'une opération inédite qui consiste à restituer au sujet l'usage de son corps. Le corps n'est plus saisi par l'organisation qui ne ferait du sujet qu'un simple relais n'ayant pas son mot à dire sur le travail. Il est plutôt le corps délivré de telle sorte que le sujet lui-même semble échapper à son état de dépendance. La question ici n'est pas celle du renoncement total et formel à l'usage de la prescription. En fonction des secteurs d'activité, les salariés peuvent être très peu encadrés et soumis au seul devoir de résultat quant à la réalisation d'un projet, ou bien ils peuvent, à l'autre bout du spectre du travail, être assujettis à des manières de faire assez étroitement codifiées. Ainsi en est-il des situations où ils sont contraints d'utiliser des scripts standardisés. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel réside dans le fait que le sujet est supposé être le véritable agent du travail. Combien même la part d'interprétation de ce qui lui est demandé de faire demeure ténue, impalpable. Or, l'incroyable subterfuge qui se cache derrière cette restitution réside dans le fait que le corps, qui est le propre du sujet, le corps qui est le propre du sujet,
et qui est mis à la disposition de l'entreprise en vertu du contrat de travail, eh bien ce corps est immédiatement rendu au salarié sous la forme d'une propriété. Le propre est transformé en une propriété. Ce point pour moi, ce mécanisme pour moi, est un mécanisme décisif, si l'on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le travail. À l'intérieur d'un cadre général réglé par la perspective de la production d'un bien et d'un service, le sujet est placé dans la situation de devoir user de son corps comme s'il était un objet qui lui appartiendrait. Comme une fée mauvaise, jetant un sort irrépressible sur le travail, le management opère ainsi un déplacement imperceptible mais radical. Le sujet lui-même ne perçoit plus son propre corps que sous la figure d'un objet extérieur exploitable. Devenu propriétaire de fait, le salarié se comporte en tant que tel envers son corps. Il peut donc exercer sur lui le pouvoir du propriétaire et lui adresser une demande en fonction des objectifs à atteindre, définis avec l'entreprise, bien entendu, quand ce n'est pas l'entreprise elle-même qui les définit. Formulée dans le fort intérieur du sujet, à l'abri du tiers institutionnel, la demande peut prendre des proportions indéfinies sans que rien ne puisse l'arrêter. Des phénomènes divers comme le présentéisme, surtout chez les cadres, mais chez aussi des salariés. Des phénomènes divers comme le présentéisme ou l'aspiration à travailler le dimanche s'éclairent aisément à partir de ce mécanisme profond qui aboutit à cette situation étrange où le pouvoir dirige la demande que le salarié s'adresse quand les apparences laissent penser qu'il s'agirait là d'un acte de liberté. Liberté. Liberté est donc le mot qui désigne, en le travestissant, la condition des salariés lorsqu'ils se voient restituer l'image de leur corps, l'usage de leur corps. Dans le même temps qu'ils sont séparés d'eux-mêmes et placés dans la situation de devoir se comporter comme s'ils étaient eux aussi des propriétaires. Liberté est l'image sacro-sainte qui permet au pouvoir tout-puissant de s'affirmer en se dissimulant. Lorsque le pouvoir s'affirme, d'autant mieux qu'il se cache sous l'image de la liberté ou derrière l'image de la liberté, la stratégie managériale opère par effraction et pénètre sans prévenir un sanctuaire jusque-là épargné, le sanctuaire de l'activité, c'est-à-dire du travail vivant. Jamais auparavant, l'organisation n'avait accédé à ce cercle de travail vivant. Ce point est décisif. Ne craignons pas ici d'utiliser cet adjectif, décisif. Ce point est décisif, car il montre que les transformations de l'organisation du travail sont à la source d'une expansion du capital et de son pouvoir dans des zones qui leur étaient interdites. S'imposant dans le cercle autrefois réservé à l'activité, le capital et son pouvoir la remplacent, l'activité, par sa copie, et font de cette activité un objet comme un autre, calculable, évaluable, convertible en rétribution monétaire et symbolique. Comment ne pas être ébranlé par ce bouleversement, à travers lequel sont reliées deux dimensions qui, jusque-là, ne pouvaient se mélanger en aucune façon. Le désir, d'un côté, et une activité dont on peut fixer un prix. Le désir mélangé à une activité dont on peut fixer un prix. C'est terrible, ça. Le désir est capturé parce qu'il est déchu sous l'effet de ce mélange extraordinaire. On désire quelque chose qui a un prix. Si aujourd'hui on s'étonne de la témérité des managers qui persistent à vouloir évaluer le travail, c'est que nos représentations se dressent comme un écran de fumée qui nous empêche de voir ce qui pourtant insiste devant nous, l'institution d'un marché de l'activité lui-même. L'institution d'un marché de l'activité. Bien sûr, pas l'activité réelle,
l'activité dégradée, mutilée. La copie de l'activité se mesure, s'achète et se vend. Elle est une marchandise. Elle a une valeur économique, mais certainement pas la valeur de réalité que le management ignore parce qu'elle ne fait pas partie de son univers, qui est l'univers du capital. L'entreprise n'est rien d'autre que l'espace du calcul total. Travestie en un lieu qui respecterait l'incalculable. Elle est l'espace où s'affairent des salariés transformés en fantômes et guidés, puisque le sujet est déterminé par le pouvoir qui est installé en lui, sont transformés en fantômes, et guidés par un imaginaire indexé au pouvoir, rendant improbable la venue du devenir intense, dont j'ai parlé au début de cet exposé, rendant improbable la venue du devenir intense, c'est peut-être là d'ailleurs qu'il y a une différence avec Philippe, rendant improbable la venue du devenir intense des hommes et des choses dont le rassemblement donne corps à la frontière commune qui les protège et les affranchit de ce qui les diminue. L'éclaircie à travers laquelle la liberté réelle pourrait apparaître demeurant absente, ça c'est ma touche pessimiste, l'éclaircie à travers laquelle la liberté réelle pourrait apparaître demeurant absente, il est plus que jamais nécessaire de libérer la passion pour la réalité et le désir de l'activité du trompe-l'œil dans lequel ils sont enfermés. Contre le mur constitué par le pouvoir pur, mais travesti, contre ce mur cogne la vivacité du travail. Tous les jours, des symptômes, Marie pourrait en parler, tous les jours des symptômes, dépression ou suicide, révèlent le caractère intolérable de cet enfermement de la vivacité du travail, c'est-à-dire du travail vivant, c'est-à-dire de l'activité réelle. Comment libérer l'activité réelle? Sinon en perçant le mur, en ouvrant une brèche. Et pour cela, il nous faut, nous aussi, nous affranchir du pouvoir qui, installé en nous, nous incite à aller du côté des imitations, nous incite à aller du côté des imitations et à tourner le dos à la réalité. Et si nous ne pouvons nous soutenir pour y arriver, ni l'institution, qui ne semble pas prête à recouvrer sa puissance, ni de la révolte, si on ne peut pas se soutenir de la révolte non plus, qui ne peut aujourd'hui se traduire en contraintes et limites, nous devons nous appuyer, au moins pour l'instant, sur la simple conviction que nous partageons d'ailleurs avec Artaud, que j'ai cité tout à l'heure, la simple conviction selon laquelle rien n'arrêtera jamais la vie. Là, je vous remercie de votre attention.